Et bonjour, bonjour habitants du quartier de la Nouvelle-Orléans, bienvenue dans cette première vidéo de lecture et découverte des règles de The Dark Quarter qui est fraîchement arrivé dans la ludothèque. Vous avez pu voir le déballage il y a quoi? Il y a 24-48 heures à tout casser. Ça, c'est une très bonne chose. Je rappelle tout de suite, tant que j'y pense, que le format de lecture et découverte des règles est une vraie lecture et découverte des règles. C'est-à-dire que je ne suis pas là devant vous pour vous apprendre à jouer à The Dark Quarter, puisque je ne les connais pas encore, ces règles, et que je vais les découvrir avec vous à partir du livre de la boîte. Quelque chose de dommage, je n'ai pas trouvé le PDF. C'est toujours pratique d'afficher le PDF en même temps. Bon, là, ce ne sera pas le cas. On va s'en débrouiller. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le déballage? Je me suis autorisé à... Alors, d'une part, sous-coucher toutes les figurines. Ça, c'est un premier pas. Donc, ça fait ressortir les premiers détails. C'est plutôt bien, hein. Elles sont bien, toujours un peu petites. À mon sens, il manque 3 mm par rapport à mes jeux habituels typés Dungeon Crawler. Oui, là, on n'est pas dans un Dungeon Crawler, mais c'est dommage parce que on a vu que dans la boîte au déballage, il y avait un petit peu de place pour remettre un peu de hauteur. Alors, ce que j'ai fait, juste pour les héros, c'est les socles façon damier. Je trouvais que ça pouvait avoir un effet plutôt sympa une fois que tout serait peint. Donc voilà, j'ai les 4 personnages principaux avec le socle de fée. C'est cool, j'en ferai pas plus sur le socle, à mon avis ça va ressortir suffisamment bien. Ça c'était pour la petite histoire. Et alors, le loup-garou sous-couché, c'est vrai que les détails sont quand même bien présents, ça a de la gueule, hein. Mais je me demande si c'est vraiment la taille réelle supposée dans le jeu quand on va le rencontrer, ou si ils ont voulu faire quelque chose un peu typé diorama. Je sais pas. Les deux sont plausibles, on verra bien au moment d'y jouer. Alors, ben, on va démarrer parce que finalement, moi, j'ai rien d'autre à vous dire en face cam. Ah, un truc, vous allez... Voilà, c'est bien, j'ai pensé à l'afficher tout de suite. J'ai réussi, grâce à la fonction Alt Entrée, à mettre l'application en mode fenêtré. Donc, c'est déjà un grand pas. On a le fenêtrage qui est là. À voir par contre si c'est parfaitement jouable pendant que j'utilise OBS, oui. Parce que comme on a un système de QR code à scanner via la caméra, est-ce que ça va bien prendre? On verra. Toujours est-il que je peux pour l'instant enlever cette fenêtre. J'ai réparti tout mon petit bazar pour qu'on puisse voir à quoi correspond le matériel. Pour l'instant, j'ai rien dépunché des PNJ. On va voir au fur et à mesure comment on va s'en servir. Le plateau est là. Bah, pour le coup, la boîte, il n'y a pas lieu de la voir ici. Allez, c'est parti. Let's go. The Dark Quarter, Cabale à la Nouvelle-Orléans, le livret de règles. Bienvenue dans The Dark Quarter. Nouvelle-Orléans, Louisiane, 1981. 3 mots suffisent à résumer l'atmosphère de la ville. Musique, nourriture et magie. Les flaques sombres de la rue Bourbon reflètent le grésillement des néons. Les innovations du monde moderne se heurtent à d'antiques traditions implacables. Ici, les réponses ne s'obtiennent pas aisément. Et lorsqu'un meurtre est commis, les apparences s'avèrent souvent trompeuses. The Dark Quarter est un jeu d'aventure hybride numérique et coopératif. Sa campagne, en plusieurs scénarios, propose une histoire complète et dynamique, dans laquelle les joueurs seront confrontés à de terribles décisions qui affecteront à la fois leurs personnages et l'issue du récit lui-même.
Loin d'être de vulgaires incarnations remplaçables d'un récit à l'autre, les protagonistes font partie intégrante de la narration, et leur destin est inextricablement lié à celui de la Nouvelle-Orléans. Ce jeu vous fera découvrir un monde magique, dans lequel des sortilèges sont vendus à chaque coin de rue, de puissantes ensorceleuses et des créatures de la nuit rôdent dans les ruelles sombres, et même les crimes les plus ordinaires ont un côté surnaturel. Le but du jeu. Les joueurs suivront un mystère, fil conducteur, tout en explorant les histoires intimes de leurs personnages. Chaque scénario propose une mission globale, par exemple, résolvez le meurtre de l'adjoint au maire, à laquelle les joueurs peuvent contribuer ensemble afin d'atteindre le dénouement du récit. Toutefois, chacun devra entreprendre des objectifs propres à son personnage, que lui seul est capable d'accomplir. Bien qu'elles semblent plutôt anodines au départ, ces histoires personnelles finiront par rejoindre le récit principal lors d'une conclusion en apothéose. Bon sang de bon sang. Ok. Donc, sur les 4 et seulement 4 personnages joueurs, héros, on va avoir une histoire personnelle à développer. Attention aux spoilers, laissez le matériel numéroté dans l'ordre prévu et ne regardez rien à l'avance. L'application vous indiquera à quel moment chaque élément doit rentrer en jeu. Et on verra peut-être si l'application est trop, pas immersive, mais trop présente. Au contraire, si elle est immersive, c'est bien. Mais si elle est trop présente, oui, ça dérange beaucoup de personnes, hein, un jeu avec application. Important, les 2 règles essentielles. Le récit fait loi dans The Dark Quarter, qu'il s'agisse de l'histoire principale ou de celle des personnages. Avant de jouer, il est donc primordial de bien suivre les 2 règles suivantes, afin que tout le monde s'amuse. Si vous optez pour le mode solo, vous pouvez ignorer cette section. Lisez tout à voix haute. Les joueurs se transmettent l'appareil au fil des tours. Bien que cela puisse sembler plus simple, ne lisez pas ce qui arrive à votre personnage. Enfin, ne lisez pas ce qui arrive à votre personnage dans votre tête avant d'en faire un résumé aux autres. Ah oui, c'est bien ça. On ne lit pas dans sa tête pour en faire un résumé aux autres. Le jeu a été conçu et écrit pour que toutes les informations de l'intrigue soient déclamées à haute voix, sans quoi certains joueurs pourraient manquer des événements et des indices importants. Résistez à la tentation de lire en silence afin d'aller plus vite. Cela ne ferait que vous isoler et appauvrir l'expérience de tout le monde. The Dark Quarter est un récit coopératif à savourer en groupe. Là, je redis une fois de plus, dans votre groupe autour de la table, confiez la lecture des paragraphes à quelqu'un qui, d'une part, articule et d'autre part, ne fait pas des réflexions toutes les lignes par rapport à ce qu'il vient de lire. Ça sort de l'histoire et ça peut être très très désagréable pour les autres joueurs. Installez-vous dans un endroit calme. Jouer à The Dark Quarter dans un lieu bruyant ou bondé nuirait à la narration de l'histoire. Hurler pour se faire entendre ou tendre l'oreille pour comprendre ce que disent les autres s'avérerait au mieux frustrant, au pire catastrophique. Pensez à votre série préférée. Auriez-vous envie d'en découvrir le dernier épisode dans une pièce remplie de monde en percevant un mot sur 10 ? C'est tout bonnement impensable. Nous vous recommandons donc vivement de choisir un endroit aussi calme que possible. Eh bien, une pièce à jeu, par exemple, si vous en avez une. Ah, alors oui. Le matériel, déjà, et ça me vient là, comme ça, en voyant cette page, le rendu est sympa.
Les encarts noirs comme ça, avec le fond blanc, les chouettes prises de vue du matériel, c'est très pro. C'est cool. Nous avons figurines de PNJ. Ces figurines identifient les personnages non joueurs les plus importants. Et dans la boîte, nous n'en avons que 4. Pas plus, ce sont ces 4-là. Pour moi, je les prends en tant que Big Boss, un par chapitre. Peut-être que je me trompe. Les figurines de personnages, on les a vues. Chaque personnage jouable possède une figurine unique. Plateauville. Il est là. On peut peut-être commencer par s'installer confortablement. Hop. Puisque tout va se passer là. Alors tout. 80% de nos aventures. Ah la vache, il est... Ah, pile poil, incroyable. Moi aussi, je suis un professionnel. Bon. Plateauville. Ce plateau principal représente le centre-ville de la Nouvelle-Orléans, ainsi qu'un zoom plus détaillé sur le célèbre quartier français. Ah, ce que je prenais pour un bâtiment, pas du tout. Ça, c'est le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Il sert à se déplacer et à explorer. Des marqueurs lieux et points d'intérêt seront posés dessus. Alors oui, le plateau est petit. Mais on sait que, et ils vont nous le redire, on a tout un tas de cartes lieux qui vont nous permettre de visiter vraiment la Nouvelle-Orléans au cours de nos enquêtes. Et ça va venir rajouter des lieux sur les côtés. Donc au final, on peut avoir éventuellement un plateau de taille classique sur la table. On laisse ça dans l'ordre, on y reviendra. Après, les marqueurs PNJ, ils identifient des PNJ dépourvus de figurines. Donc ce sont tous ces... Alors, ouais, j'allais dire des standees. Non, c'est vrai que là, en l'état, ce sont des jetons ou des marqueurs. Qui sont sympas. Des standees, ça aurait été tellement mieux. On en avait combien? Une quarantaine, je crois. 5, 10, 15, 20, 25. Oui, c'est ça, une quarantaine. Ils auraient pu faire des standees. De la hauteur des figurines, ça aurait été quand même super cool. Ah tiens, je pourrais ressortir aussi les socles transparents, histoire de les mettre en pseudo 3D. Bon, ça va être donc tous les PNJ que l'on va pouvoir rencontrer au cours de nos aventures. Les plateaux personnages qui sont là, ils sont vraiment très stylés. Chaque personnage possède son propre plateau qui sert surtout à suivre l'évolution de ses attributs, mais comporte aussi une zone où stocker son matériel personnel, ce serait là. De façon générale, il permet aux joueurs d'organiser leur zone de jeu individuelle. Nous avons donc Constance Moreau, John Robichaud, Winter Mullins et Julia Paris. Ok pour les plateaux. Les cartes lieux, justement, ce sont toutes ces cartes-là. Ces cartes font office de zoom sur les lieux visités par les joueurs et leurs illustrations fournissent parfois des indices visuels. Leur rôle principal est d'accueillir des points d'intérêt avec lesquels vous pouvez interagir. Et la 01 va, dans l'idée, être la première carte. Et on a ça, le Armstrong. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Leurs illustrations fournissent parfois des indices visuels. Ok, donc, est-ce qu'il y aurait des numéros cachés, peut-être? Là, c'est le parc Louis Armstrong. On a... là, je vois rien qui me saute au non-œil. Mais sait-on jamais? Donc ça, c'était pour les cartes lieux. Ok. On en a combien? 45. Pour 4 scénarios dispo, c'est pas mal. Après, les cartes lieux, les cartes récits. Alors, c'est lesquelles? C'est ça, les cartes récits avec ce dos-là. Ces cartes sont toutes uniques et numérotées. Ensemble, elles constituent le paquet récit. Nous en avons un certain nombre. Ah tiens, ouais, ils ne mettent pas les nombres. Bon, c'est pas si important que ça.
En carte, on a aussi les cartes capacité. Alors, les cartes capacité, c'est toutes celles-ci. Chaque personnage possède son propre paquet de cartes capacité unique. Ce qui est très bien fait, c'est que on a la couleur du personnage concerné. Au premier coup d'œil, c'est fun, avec des symboles bizarroïdes pour les uns et pour les autres. Après, dans les pions, alors les dés et les pions, tout va être là, dans mon petit bac. Les pions expérience. Alors, normalement, ce sont ces pions-là. Moi, je vous rappelle que j'avais pris ceux qui sont disponibles en métallique. Ils permettent de comptabiliser l'expérience des personnages. Les petits valent 1 et les grands valent 5. Ils sont jolis. Hein. Jolis, brillants sur la table et sur nos plateaux personnages. Parce que dans l'idée, ça viendrait là. Ça va avoir un grand style. Madame Paris, elle va avoir du style. Après, on a quoi? Les cubes attributs. Ces cubes permettent de suivre l'évolution des attributs sur les plateaux. Il existe 4 couleurs dont chacune correspond à l'un des 4 attributs. Yes, on a du vert, on a du rouge, on a du violet et du jaune. Et ça devrait faire yo-yo, de ci, de là. Et ils appellent ça les cubes attributs. Ok. Après, on va avoir des marqueurs lieux. Oui, j'ai. Alors, même chose, j'ai pris les jetons acryliques, mais on retrouve les marqueurs lieux ici sur la planche. Ils permettent de situer des lieux sur le plateau ville. Mais alors, par contre, on n'a pas de case ou de numérotation sur la ville. Ah, mais je suis couillon. C'est l'application qui va nous dire positionner un jeton ici, positionner un jeton ici. Et peut-être que lorsque le lieu aura été visité, bim, on le met comme ça. Alors, acrylique, franchement, ça le fait. Hein. Bonne qualité, ils sont bien épais, c'est sympa. Ah, on avait autre chose là avec les cubes attributs. C'était quoi? Ça là, marqueur personnage. Chaque joueur possède plusieurs marqueurs de la couleur associée à son personnage. Ok, bah ça je ne sais pas comment ça s'utilise. On verra, on est là pour le découvrir de toute façon. Les cartes consommables, oui c'est vrai qu'il reste un gros paquet de consommables là. C'est tout un tas d'objets, hein. Il y en a vraiment beaucoup. On nous dit qu'elles sont numérotées mais peuvent exister en plusieurs... Oui c'est ça, en plusieurs exemplaires identiques. Ensemble, elles constituent le paquet consommable. Ces jetons de lampadaire, ce sont les marqueurs points d'intérêt. Ils signalent des points d'intérêt autres que des PNJ. Contrairement à quoi? Contrairement aux marqueurs lieux. Ah, je suppose que si on a ça, peut-être qu'il y aurait 2 points d'intérêt dans le même lieu. Parler à la dame qui pisse contre la haie et fouiller ici. Et après, paf paf, comme avec les demeures de l'épouvante, on va cliquer. High click, et ça nous raconte tout un tas de choses. Oui, je fais des suppositions. J'aime. Marqueur dénouement. Ici. Un seul et unique jeton doré. Alors j'espère que le revêtement tiendra dans le temps. Mais il est fun. Hein. Un petit socle. Je sais, je suis très exigeant, mais j'aime avoir sur le plateau des choses avec
avec des socles. Bon, après, si c'est comme ça, ma foi, ça restera très visible. Ah, les dés. Mais oui, ça, ce sont les dés efforts. Chaque joueur dispose de 3 dés efforts à la couleur associée à son personnage. D'accord, donc en fait, en termes de jetons à proprement parler, qui vont être dans la réserve, on va avoir que dalle, parce que ça, c'est pour les personnages. Ça, on nous a dit que chacun avait des marqueurs à sa couleur, donc je ne suis même pas obligé de les mélanger, tout peut aller dans le même bac, puisqu'après, ça va se retrouver sur les plateaux des persos. D'accord, donc les dés pourront venir ici. Ah ben non, même pas, ça ira sur le plateau des persos, mais enfin pour le rangement et le stockage. Et puis les derniers dés devraient tenir comme ça. Ouais. Très bien. Très bien. Ça se referme. Bancalement, non, ça passe. Excellent. Très pratique pour les petits jeux, hein, ce genre de compartiment. Ouais, ça aussi, c'est les cubes qui vont aller sur les plateaux perso. Donc en fait, le stockage ne représente que 3 emplacements. Et pour en finir avec les dés, bah alors, ces gros dés absolument magnifiques. Chaque joueur possède 2 dés principaux de la couleur associée à son personnage. Et bah oui, encore une fois, on a 2 rouges, 2 jaunes. Donc, dites donc, les héros sont à l'honneur, hein, dans The Dark Quarter. Ah, par contre, pourquoi c'est bancal comme ça? Chaque joueur possède 2 dés principaux de la couleur associée à son personnage. Là, c'est un vert... Ah, ok, j'allais dire. C'est un vert bancal, mais non. C'est qu'il y a des effets de teinte sur le dé, et là, on a une face beaucoup plus foncée, mais ça reste le dé vert. Et le dé vert appartiendra à John Robichaud. The winner is visiblement John Robichaud. Ok. Eh bien, voilà pour le matériel. Alors, sans oublier une chose quand même, c'est l'application. The Dark Quarter nécessite une application gratuite disponible dans l'App Store d'Apple, sur Google Play ou dans Steam, avec des configurations qui sont susceptibles d'évoluer. Vous n'avez besoin de l'installer que sur un seul appareil électronique équipé d'un appareil photo. Il est impossible de jouer sans l'application. Une fois téléchargée, elle fonctionne sans connexion Internet. La langue peut être définie dans l'application. Ok. Vous n'avez besoin de l'installer que sur un seul appareil. Bah oui. Muni d'un appareil photo. Oui, logique. Alors, jouer sur téléphone, hein, un jeu comme ça, limite, à mon avis, très limite. À minima, une tablette, par rapport à la zone de lecture, c'est quand même un confort beaucoup mieux. Bon, bah, notre matériel, on a tout le peu qu'il faut pour jouer, c'est bien. La mise en place, on y arrive. Ah, une chose que j'ai pas checké, c'est... Ah tiens, d'ailleurs, je laisse la musique en fond là. J'espère que monsieur YouTube, une fois que la vidéo sera mise en ligne, dans quelques jours, ne va pas dire attention, monsieur Von Moriarty, il y a peut-être un problème de copyright. Ça m'agacerait au plus haut point. Mais on verra bien. Alors, ça nous dit poser le plateau ville au centre de la zone de jeu. Placer les paquets récits consommables et lieux face cachée à côté. Ok, on a tout ça. Former des réserves près du plateau ville pour les pions d'expérience, les cubes attribués, les marqueurs lieux, points d'intérêt et dénouement. C'est dans la zone 3 comme ça. Important, laisser les marqueurs et les figurines de PNJ dans la boîte afin de les identifier plus facilement. Ouais.
4. Lancez l'application et choisissez la campagne à laquelle vous souhaitez jouer. Oh purée, ça veut dire qu'il n'y a pas de tutoriel. Ça, j'aime pas. Il n'y a même pas une pseudo-mission de démarrage parce que je vous rappelle que là, on a affaire à une mini-campagne de 4 scénarios. Si le premier scénario fait office d'apprentissage tutoriel, c'est un peu ratcho quand même, hein. Mais enfin bon, s'il est bien foutu et qu'on est tout de suite pris dans l'immersion, ça va. En 5, ah non, c'est pas marqué en 5. Définissez les paramètres qui vous conviennent. Ah oui, d'accord. Dont le niveau de contrainte de temps. Suivez les instructions fournies par l'application pour terminer la mise en place. Il est temps de vous plonger dans The Dark Quarter. Qu'est-ce qu'on fait là? On y jette un petit coup d'œil tout de suite ou on avance? Je ne sais pas. Déjà, on a affaire à, alors pas 22 pages de règles parce que les crédits ne vont pas compter. On a réellement 21 pages de règles. Donc idéalement, moi je coupe à la moitié hein, quand c'est comme ça. Si on se projette sur... Ah bah, pile poil. La moitié, on a les agrafes ici. Ce serait déroulement de la partie. Donc une première vidéo qui nous emmènerait au concept important. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je verrai, j'ai combien de temps? Il me reste 1h30 devant moi. On est pas mal. Allez, j'ai envie de jeter un petit coup d'œil quand même à l'appli. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Paramètres ici. Alors là, vous ne le voyez pas parce que moi j'ai un grand écran et je suis obligé de déplacer ma fenêtre le long de mon écran. C'est tout bête, mais même si grâce à Alt Entrée, j'ai pu au moins obtenir un mode fenêtré, je ne peux pas jongler sur la taille de la fenêtre. C'est très bizarre. Toutes les autres applications, on peut faire ce qu'on veut, et là, non. Dans les paramètres, on nous a dit quoi? Alors la langue, ok, son et musique, ok, confirmation du test, autant le laisser, hein, je sais pas à quoi ça fait référence, mais... Ah, c'est pour pas se planter si on a un joueur un petit peu trop speed, qui clique partout et n'importe où. Ça permet de valider les tests. Et alors, la contrainte de temps, niveau moyen, haute tension. Oh la vache! Le niveau choisi détermine combien de temps vous aurez pour prendre une décision lors des choix décisifs. Vous pourrez le modifier plus tard dans les paramètres du jeu. On a droit à quoi? Pas de stress. Vous aurez tout le temps de lire les textes et de réfléchir à vos choix. Ok. Haute tension. Donc par défaut, c'est moyen, haute tension. Vous serez un peu sous tension, mais aurez au moins quelques secondes de réflexion. Et si on a un niveau élevé, en ébullition, pas le temps d'hésiter. Vous devrez lire les textes et prendre une décision presque instantanément. D'accord. Bon, haute tension, ça me paraît pas mal. Après, pour faire découvrir le jeu, pas de stress. Premier scénario. Et puis, jouer ensuite en format haute tension quand on maîtrise. Puis si on est des gros tarés, en ébullition. Ok, bon bah, haute... Oui, on laisse haute tension et on valide ça. Après, ah tiens, contenu additionnel, ça va être quoi ça ici? Sélectionnez le contenu additionnel avec lequel vous jouez. Vous pouvez le modifier à tout moment dans les paramètres du jeu. Ah, et là, quand je vous parlais d'écran large, ça veut dire qu'il faut que je fasse en sorte, sur la gauche et sur la droite, que vous voyez ce qui se passe. On est comme ça. Donc sélectionnez le contenu additionnel avec lequel vous jouez. Bah oui, complètement, mais les figurines de luxe, j'aime, et les démons du passé, j'aime aussi. Donc ça, c'est good. Ça me rappelle vraiment les demeures de l'épouvante, hein.
Les crédits, bah merci. Merci à Evan Derrick. Franchement. Alors, attention, pour l'instant, je dis merci parce que je suis dans le fun de la découverte. Hein. Après, ce qui peut lourdement changer, c'est quoi? Bah, sur ce genre de jeu, j'attends une narration excellente et surtout, ce qu'on nous a promis avec 18 ans et plus, bah, c'est quelque chose d'extrêmement adulte qui va changer un petit peu enfin, qui va changer beaucoup de tout ce que nous avons l'habitude de voir passer pour l'instant. Allez, les crédits, ok. Bon, ça veut dire que là, sur les paramètres, on n'a rien à... On n'aurait rien à modifier de plus. Hein. Donc, on va valider ça. Après, en haut à droite, on a notre création de profil, la sortie, et puis les fameux paramètres qu'on a vus. Ok. Alors, Darkwater. Mener une enquête dangereuse dans la sombre Orléans pour le compte de l'agence Beaumont. Vous devez posséder un exemplaire physique de la boîte de base pour jouer. Est-ce bien le cas? Je suis en niveau moyen de timing, contrainte de temps, donc j'ai quelques secondes pour réfléchir. Est-ce bien le cas? Yeah man! Télécharger. Comment ça télécharger? Attendez que ça fasse pas de conneries. Je cache ça pour l'instant. Je fais télécharger. Ouais, non, ok. 6 mégas. Ouais, bon, il n'y a rien de... Voilà, on a une vraie barre de téléchargement pour le coup. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça prend tout le scénario, là. Paf, paf, paf. Bah, let's go. Et c'est bien, parce que alors là, pour le coup, c'est du test en direct. Tel que vous allez pouvoir et devoir le faire quand vous aurez votre exemplaire. Ok, et là on va pouvoir démarrer une nouvelle partie. Alors on va pas la lancer pour l'instant parce que on va rester sur la version papier. Ça veut dire que si on fait ça, la jeune Susanna s'est volatilisée et le département de police de la Nouvelle-Orléans n'a pas la moindre piste. Une bande de marginaux unis par leur lien avec la disparue prend le relais, espérant la retrouver et la ramener chez elle. Vous devez posséder un exemplaire physique de la boîte de base et de l'extension au plus noir de la nuit pour jouer. Est-ce bien le cas? Absolument. Ah oui alors, particularité. Tiens, on va télécharger en même temps. La particularité de cette extension au plus noir de la nuit, c'est qu'on change des héros. On va avoir une nouvelle mini-campagne de 3 scénarios, je crois, avec les 4 personnages que l'on voit à l'écran, là. Donc, ne vous attachez pas trop aux 4 personnages de la boîte de base, parce que, pour l'instant, on va pas les voir beaucoup. Et puis, bah allez, on se met à jour propre, hein. Ah, pardon. Cette extension n'est pas encore disponible dans la langue sélectionnée. Les scénarios seront donc affichés en anglais. Ce à quoi je réponds, pas du tout. Absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, les damnés? C'est quoi ce truc? Yest des démons? Chef's Kiss, Absolute Corruption. Ah oui, c'est pour en connaître plus sur... nos personnages. Ah bah voyez, je vous ai dit une bêtise. Ah, grâce à cette extension, les démons du passé, on pourra faire plus ample connaissance. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Bon, bah ok. Hein. Là, on a fait les paramètres de notre appli. On retourne sur le livre de règles. Inventaire d'équipe. Cette zone spéciale doit se trouver près du plateau ville et être accessible à tous les joueurs. C'est là que vous entreposerez les cartes récits et les pions expérience à usage commun. Tout d'abord, les cartes récits. Donc, celle-ci. Contrairement aux consommables,
qui n'appartiennent qu'à un seul personnage, les cartes récits peuvent être à usage commun. Lorsque vous en gagnez une, l'application vous indique s'il faut la placer dans votre inventaire personnel ou dans celui de l'équipe. Les cartes récits entreposées dans l'inventaire d'équipe peuvent être utilisées par n'importe quel joueur. Et les pions expérience, la plupart des pions expérience obtenus pendant la partie sont placés dans l'inventaire d'équipe. Cette expérience commune est répartie équitablement entre les joueurs lors des intermèdes. Ok. Donc on a un inventaire de groupe. Personnages jouables et zones de jeu. Au cours des dernières étapes de mise en place fournies par l'application, chaque joueur choisit d'incarner l'un des 4 personnages disponibles. Afin de se familiariser avec son histoire, il doit alors lire la courte présentation située au dos de son plateau. Oui. Par exemple, pour Constance Moreau, on a un fleuve que je ne lis pas pour l'instant. Ça fera l'objet de la première partie lorsque j'aurai l'occasion d'y jouer. Il est impossible de changer de personnage pendant l'aventure, pas plus que d'en ajouter ou d'en retirer entre les scénarios. Une fois la campagne commencée, ceux qui ont été sélectionnés au départ devront clore le récit. Ça, c'est pour le côté très immersif des parties. Important. En mode solo, le joueur choisit au moins 2 personnages. Cela permet de maintenir l'équilibre et la cohérence du récit. De façon générale, rien n'empêche un même individu de contrôler plusieurs protagonistes. Chaque personnage possède son propre matériel. Vous voyez ce que je vous disais, qu'il faut prendre quelqu'un de frais, dispo, qui articule et qui est capable de lire correctement. Plateau personnage. Il est là. Ok. Paquet capacité. Alors, John Robichaud, son paquet. On va faire. En respectant, ce sera plus facile à suivre. Donc, John Robichaud, son paquet de capacité, c'est le paquet vert. Alors, on note que là, le symbole n'est pas renoté sur son plateau joueur, ni devant, ni derrière. Après, la couleur, quand même, franchement, ça y fait penser. Donc, pas de souci. On a les capacités, 2 dés principaux et 3 dés d'effort. Les 2 dés principaux de Monsieur Robichaud et les dés d'effort qui sont verts. Ça, c'est super personnalisé, c'est vachement bien. Marqueur personnage. Ah oui. Alors, les marqueurs de John. Pour l'instant, je vais aller en chercher qu'un, mais il en a 5 de disponibles. Et après, on a un détail. Les cartes récits et consommables du personnage sont posées à gauche de son plateau face visible. Bien que tout le monde les voie, lui seul peut les jouer. Astuce. Même s'il est de différentes couleurs, le matériel des personnages est presque identique, à l'exception des cartes capacités propres à chacun. Alors, en 1, chaque personnage possède 4 jauges attributs. Leur progression est suivie grâce au cube attribut, posé selon les instructions fournies par l'application. Et normalement, je pense que les uns comme les autres ne vont pas démarrer avec les mêmes valeurs. Ici, toutes les cartes capacités déverrouillées par le personnage sont posées à droite de son plateau face visible. Donc on a un tas en haut et quand on déverrouille par exemple endeuillé, paf, ça vient comme ça. Donc en place, déjà, on est à 40 cm
en largeur, et puis on va avoir un 20-30 cm. Ah, c'est pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Non, je ne râlerai pas sur la place que ça prend. Pas aujourd'hui, figurez-vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les marqueurs personnages. Les dés effort épuisés et les cartes capacité verrouillées, réunies en un paquet face cachée, sont placés au-dessus du plateau. Les dés principaux, les dés efforts disponibles, les marqueurs personnages et les pions expérience du joueur sont stockés dans cette zone de son plateau, située au-dessus des jauges d'attributs. Donc là, c'est disponible et indisponible, épuisé. Ça marche. Attributs et capacités des personnages. Chaque personnage possède les attributs suivants, dont la maîtrise est définie par la position des cubes posés sur son plateau. Ah oui, alors pour rappel, les icônes, nous avons à la toute dernière page du bouquin la référence des icônes. Il y en a quelques-uns. On n'est pas dans Malia, ça c'est plus soft. On n'est pas dans le même type de jeu non plus. En tout cas, tout est référencé ici, impeccable. Alors on va avoir talent, combat, ésotérisme et charisme. Le talent, c'est pour l'enquête, l'observation et l'agilité. Ah, c'est bizarre qu'il couple agilité avec enquête, observation. On a de l'intellectuel mélangé avec du physique, pourquoi pas. Le combat, l'attaque, la défense. L'ésotérisme, la sorcellerie et connaissances occultes. Et le charisme, l'attrait et communication, ce qui détermine souvent le nombre de questions qu'un personnage peut poser pendant un tour. Ah, plus on a de charisme, plus on peut blablater. De toute façon, on ne pourra pas tout faire, je suppose. Au début de la partie, les joueurs placent 3 cubes attributs sur chacune de leurs jauges. Certains seront ajoutés ou retirés au fil du récit. Mais vous devez toujours en avoir entre 1 et 4 par jauge. Entre 1 cube et 4 par jauge. Ok. Ah oui, c'est segmenté là. Visuellement, c'est sympa. Crac, on a bien la distinction. Parce qu'on a des paliers en fait, de 1 à 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12. Dac. Ah ben justement, déplacer les cubes attributs. Les cubes attributs évoluent sur leur jauge selon certains critères. Le résultat des tests, les capacités du personnage et l'amélioration d'attributs qui se produit lors des intermèdes. Les décaler vers la gauche revient à s'améliorer. D'accord. Tandis que les déplacer vers la droite revient à régresser. Ah bah voilà autre chose. D'habitude, plus on monte haut et plus on va vers le bas. Donc plus on est fort. Là, ça va être l'inverse. Ah, peut-être par rapport aux valeurs à atteindre, plus c'est bas en lançant des dés. Alors, c'est pas numéroté de 1 à 6. Hein. Attention, ça, ils vont nous expliquer, mais... Bon, ok, donc là, on est fort, là, on est faible. Plus fort à gauche, plus faible à droite. Amélioration, régression, ouais. Chaque instance d'amélioration ou de régression correspond à un seul déplacement du cube concerné, à moins que l'effet n'indique explicitement d'en résoudre plusieurs. Par exemple, faire régresser un cube de combat signifie que vous devez décaler un cube rouge d'une case vers la droite. Oui, régresser vers la droite. Chaque instance d'amélioration ou de régression correspond à un seul déplacement du cube concerné. Ok. On peut avoir un déplacement obligatoire de cube.
L'application peut exiger que vous déplaciez des cubes attributs par le biais des icônes suivantes. Donc, par exemple, un cube rouge, une amélioration de 2 à gauche. Un cube gris, je suppose que ça va être de n'importe quelle couleur. Une régression vers la droite. Ces flèches de déplacement obligatoire s'appliquent toujours au cube situé à l'extrémité droite, le plus faible des jauges. Ces déplacements obligatoires s'appliquent toujours au cube situé à l'extrémité droite. Ah oui, celui qui sera le plus faible. Si on nous dit de déplacer le cube le plus faible, ce sera forcément, si on est comme ça, ce sera forcément l'attribut ésotérisme. La couleur du cube indique quelle jauge vous devez faire évoluer. Par exemple, le rouge représente celle du combat. S'il est gris, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Bien. Les flèches bleues pointant vers la gauche vous indiquent d'améliorer l'attribut indiqué, tandis que les flèches rouges pointant vers la droite imposent une régression sur la jauge correspondante. Vous devez résoudre autant de déplacements obligatoires que le nombre de flèches. Alors ça, c'est clair, net, précis. On progresse, on régresse. Ou bien d'une case, ou bien de 2 cases, ou pourquoi pas plus. Si c'est gris, on choisit n'importe quel cube, paf, 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 et on applique les combinaisons de l'application. Bien. Améliorer des attributs. Les attributs peuvent être améliorés lors des intermèdes. Alors, quand ils disent intermède, est-ce que c'est entre chaque scénario ? Donc comme il y a 4 scénarios, on ne pourrait s'améliorer que 3 fois. Ou alors, ce sont des intermèdes proposés au cours de l'histoire en fonction de nos avancées et de nos succès. Ça, on le verra. Donc, dépenser des pions expérience afin de déplacer n'importe quel cube vers la gauche, une case à la fois. Le coût d'amélioration dépend de la case d'arrivée du cube. Ça coûte 4 points d'expérience s'il termine sur une case entre 1 et 6. Parce que là, on a les valeurs les plus intéressantes. Ça ne coûte que 3 points si on déplace de la droite vers la gauche la zone 7 à 8. Ça ne coûte que 2 points s'il atterrit sur 10 ou 11. Enfin, placer un nouveau cube sur la case numéro 12 coûte 2 points d'XP. Et il nous avait dit qu'on est limité à 4 cubes, hein, c'est ça par ligne. Pas forcément, je ne vais pas le retrouver comme ça. Paf paf, déplacer les cubes, attributs. Bon, ok. Alors, les règles de déplacement des cubes attributs. Si le déplacement n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir quel cube améliorer ou faire régresser. Chaque case ne peut contenir qu'un seul cube, d'accord. Un cube ne peut pas sauter par-dessus une case occupée. Il doit s'arrêter sur la case libre précédente dans le sens du déplacement, amélioration ou régression. Donc si nous sommes comme ceci avec la piste de combat, si on me demande de faire une progression du combat de 2, eh ben, je serai obligé de m'arrêter là, ce qui est dommage. On est là. Si un déplacement obligatoire doit faire atterrir le cube le plus faible d'une jauge sur une case occupée, celui-ci ne bouge pas. À la place, décaler le prochain cube en partant de la droite ou le suivant si nécessaire. Ok, on fait en cascade jusqu'à pouvoir déplacer au moins un cube. Continuez ainsi jusqu'à avoir résolu l'intégralité du déplacement obligatoire ou annulez-le si aucun cube de cette couleur ne peut bouger. Donc là, on peut avoir des cas particuliers. Exemple. Vous devez résoudre 3 déplacements obligatoires sur la jauge d'ésotérisme, mais le dernier ferait atterrir le cube
situé le plus à droite, case numéro 9, sur une case occupée, numéro 6. Appliquez les deux premiers déplacements en décalant ce cube de 2 cases vers la gauche jusqu'à la numéro 7. Résolvez ensuite le déplacement restant en faisant avancer le prochain cube en partant de la droite, case numéro 6, d'une case vers la gauche. Ah oui, d'accord, on a un effet de pouce-pouce. Si le cube le plus à droite régresse au point de quitter sa jauge par le côté droit, remettez-le dans la réserve commune. Le joueur a désormais un cube de moins sur cette jauge, mais il pourra le racheter lors d'un intermède. Si le cube le plus à gauche se trouve sur la case numéro 1, il ne peut plus être amélioré. On sera au top du top du top. Donc ça, c'était pour piste d'attributs avec les cubes. Ok, c'est relativement clair déjà d'une part. Et enjeu facilement applicable. Hein. Les capacités de personnage. Chaque personnage possède des pouvoirs uniques décrits sur ses cartes capacités, lesquelles sont différenciables à leur graphisme de celles des autres protagonistes. Déverrouiller des capacités. Alors déjà, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. En haut à droite, on a des... J'allais dire des numéros. Non, pas du tout. Ah si, on a des numéros là. 1, 2, 3 et D. D comme déverrouiller peut-être. Les 3 à choisir au début de partie. Je fais mon curieux. Hein. Le professionnel. Pendant tous les tests, chaque 4 ajoute 2 de plus au total du lancer. Détective né endeuillé. Ça marche. Tant que les capacités ne sont pas déverrouillées au cours d'un intermède, elles n'ont aucun effet sur la partie. Un joueur peut déverrouiller n'importe quelle carte, capacité disponible en payant pour chacune le coût indiqué de 3 pions expérience. Le coût indiqué de 3 pions expérience et en défaussant une autre carte capacité disponible et verrouillée. Pardon. Un joueur peut déverrouiller n'importe quelle carte en payant pour chacune le coût indiqué de 3 pions expérience et en défaussant une autre carte capacité. Ah d'accord. Ok, on a un tri, des choix à faire. Il place alors sa nouvelle capacité à droite de son plateau. La carte défaussée est définitivement retirée du jeu et toutes les cartes verrouillées restantes retournent dans le paquet capacité. Elles seront de nouveau accessibles lors de futurs intermèdes. Disponibilité. L'icône située dans le coin supérieur droit au verso d'une carte indique à quel moment cette capacité devient disponible pour la première fois. Le dé, c'est pour les capacités de départ. Au début de la campagne, vous devrez choisir et déverrouiller une capacité parmi plusieurs cartes de départ. Les autres rejoindront alors la réserve de capacités disponibles et pourront être déverrouillées normalement pendant les intermèdes. Donc, mon gars Robichaud, je veux que tu sois... Alors, détective né pendant les tests de talent. Chaque symbole, on retrouve ça facilement. Non. Non, 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 non. Succès. Oui. Donc pendant les tests de talent, chaque symbole succès compte double. C'est bien ça. Pendant... Ah oui, mais il faut que ce soit spécifique au test de talent. Moi, je le vois bien professionnel. Ou alors endeuillé pendant tous les tests, chaque... On y retourne.
C'est quoi? C'est un... Alors, c'est sur nos dés peut-être. Voilà, c'est ça. Chaque symbole comme ça ajoute X au total du lancer, où X correspond au nombre de dés utilisés, maximum 3. Bon, et ben moi, je voudrais que Monsieur Robichaud soit un professionnel pour son talent de départ. Et après, on a vu qu'on avait de 1 à 3. Capacité disponible à partir d'un certain scénario. Ah, d'un certain scénario. Donc, 1 pour le scénario 2, les cartes 2 pour le scénario 3, et les cartes 3 pour le dernier scénario 4. Par exemple, les cartes indiquant 2 sont indisponibles lors du premier scénario, mais pourront être déverrouillées dès le deuxième. Bon, je me suis trompé sur mon comptage, mais on a le principe. Ok, ça c'est pour les cartes capacité. Anatomie des cartes capacité. Alors, de ce côté-là, on a donc la fameuse disponibilité, le nom. De l'autre côté, le coût du déverrouillage, le nom et l'effet, tout bêtement. Utiliser des capacités déverrouillées. Les personnages peuvent utiliser leurs capacités afin de surmonter les défis rencontrés au cours du jeu. La plupart d'entre elles influencent les tests d'attributs. Seul le joueur actif, celui dont c'est le tour, peut utiliser des capacités. Toutefois, les cartes notées d'une icône, alors c'est une chaîne, c'est un lien, coopération. La chaîne, c'est l'icône coopération. Ignore la restriction. Bah oui, on peut coopérer, donc utiliser les capacités du pote. Les capacités de personnage peuvent être utilisées en même temps que des cartes consommables, mais chaque effet doit être résolu en entier avant d'en déclencher un autre. Les effets peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre, à l'exception près. Les capacités incluant l'icône avant le lancer, ça c'est avant le lancer, elles sont soumises à cette priorité. Ah bah oui, avant de lancer, on déclenche la capacité. Et la seconde exception pour l'ordre des capacités, c'est les effets qui induisent une manipulation physique des dés, relance, lancer supplémentaire, résultat modifié, doivent être utilisés et résolus avant de déclencher d'autres effets liés au résultat final des dés. Logique. Chaque capacité ne peut être utilisée qu'une fois par déclenchement ou par test. Le résultat d'une combinaison d'effets vous semble ambigu. Choisissez la résolution la plus favorable au joueur. Ça, c'est gentil. Un jeu qui prend soin de nous et de notre santé mentale. Une fois par scénario ou intermède. Certaines cartes indiquent une fois par scénario. Retournez les faces cachées après les avoir utilisées. Elles ne sont plus disponibles pour le restant du scénario, mais seront régénérées au début du prochain scénario. Il en va de même pour les cartes stipulant une fois par intermède, qui sont remises face visible pendant l'intermède suivant leur utilisation. Est-ce que Monsieur Robichaud possède ce type de carte? Pendant tous les tests, ok, une fois par scénario. Éclair de génie. La petite ampoule ne s'allumera qu'une fois dans son cerveau. Ah ouais, pendant n'importe quel test, ajoutez 3 symboles réussite. C'est bien le symbole réussite? Pas du tout. J'ai dit que c'était... Si, c'est ça, succès, réussite. Ok. Et puis les capacités coopératives. En règle générale, seul le joueur actif peut utiliser ces capacités. Cependant, les cartes qui affichent l'icône coopération sont dites coopératives et peuvent être activées pendant le tour des autres joueurs.
Certaines ne bénéficient qu'à leurs propriétaires, tandis que d'autres indiquent précisément en quoi elles sont utiles à différents personnages. Et puis l'icône avant le lancer. Plusieurs cartes capacités et consommables affichent l'icône avant le lancer. Elle signifie que vous devez choisir d'utiliser l'effet correspondant avant de lancer les dés ou y renoncer. Ah, c'est pas obligatoire. Ça, faudra le retenir, c'est important. Si on a avant le lancer, on n'est pas obligé de l'appliquer et puis on peut jeter les dés quand même. Bien. Donc les capacités, en fait, elles vont nous booster, mais alors, a priori que très ponctuellement. Hein. Mais bon bonus. Ah ben, c'est tout pour nos fameuses cartes capacités. Voilà, ça veut dire que là, on a fait le tour du fonctionnement du plateau joueur. Ah non, ça on l'a pas vu encore. On y viendra. Ça représente quoi? Des chevrons? Ah! Ce serait ça? Dans ce sens-là? En même temps, on en a 5, donc on verra. T'excite pas. Passe plutôt à la suite avec les cartes objets. Ce dos-là. Les cartes... Ah oui, alors, cartes objets qui sont distinguées en deux types. Les récits et les consommables. Les cartes récits. On a le nom, le QR code à scanner et le numéro. Par exemple, une note. Non, pas une note. Ouais, le fameux cadavre de rat. C'est très bien ça. Numéro, QR code et puis le nom avec le dessin qui est bien immersif. Ces cartes représentent divers éléments importants du récit, comme des indices trouvés sur les scènes de crime. Bien qu'elles n'aient aucun effet, il est possible de les scanner. Elles sont toutes numérotées et pourvues de l'icône suivante pour son numéro. Elles sont généralement ajoutées à l'inventaire d'équipe, mais il arrive que l'application vous demande de les placer dans celui d'un personnage. Le cas échéant, il devient impossible de les échanger ou transférer vers l'inventaire personnel d'un autre protagoniste. Donc, la moindre arme, le moindre objet de valeur n'appartient qu'à celui qui le possède. Pas d'échange. Ok. Ça, c'était pour le récit. Et puis, les cartes consommables. Toujours un numéro. En bas à gauche, le nom, le QR code à scanner et un effet alternatif. Non. Ah si, l'argent. Bah, ça tombe bien, c'est celui-ci. Le pognon. Carte 1. Ah bah oui, ok. On a plusieurs exemplaires de la carte 1 parce que on a de l'argent. Parce qu'on a de l'argent, ça veut rien dire. Pourquoi on a plusieurs exemplaires? Parce que plusieurs personnages peuvent avoir plus ou moins d'argent. Donc on en a combien d'ailleurs de cartes 1? Ouais. Ah, 0,2. Pas beaucoup. 2, 4, 6, 8, 10. Visiblement, on ne pourra pas être très riche dans The Dark Quarter. Alors, ces cartes représentent divers objets dont les personnages peuvent s'équiper afin de progresser dans l'enquête. Elles sont toutes numérotées pourvues de l'icône suivante, numérotation. Vous pouvez les scanner, mais elles possèdent aussi un effet alternatif, là, permettant de les utiliser autrement. Ah d'accord. À utiliser pour les achats pendant un intermède. Défaussez cette carte pour ajouter un argent à votre inventaire personnel. Non, ou un jeton quelque chose. Alors là, il est petit chez petit le bazar.
Ok, alors ou bien on l'utilise pour ça, ou alors imaginons que je rencontre je sais pas, un homme demain. Pas demain, le jour d'après, hein, on est bien d'accord. Mais ce gros con d'homme demain, il veut pas me laisser passer. Je scanne ça, et hop, pot de vin. Tac. Je défausse, je passe. Très bien. Alors là aussi, ça peut être une mécanique de jeu très intéressante. Si c'est bien implémenté dans l'application et si ça sert vraiment bien l'histoire. Je vais faire une fixette en fait sur ce principe-là, hein, parce que j'ai en tête les fonctions que l'on avait avec Destinies et puis Chronicles of Crime. Ça restait très sympa. Dans l'ensemble, ça restait quand même très sympa. Donc, depuis Destinies, il s'est écoulé combien? 3-4 ans? Ah oui, facile. Au moins 3 ans, je pense. Donc, il y a dû y avoir du plus. Alors, en même temps, vu que ça fait 3 ans qu'il était en développement, on est quasiment kiff-kiff. Ah merde, mon raisonnement ne tient pas. On verra. Alors, utiliser l'effet alternatif des consommables. Ah bah ça tombe bien justement, on vient d'en parler. Chaque carte consommable possède un effet alternatif spécial, utilisable à n'importe quel moment du tour d'un joueur, le plus souvent, même après avoir constaté le résultat d'un lancer. Les règles suivantes doivent être appliquées. Si vous utilisez l'effet alternatif d'une carte, défaussez-la aussitôt, remettez-la dans son paquet d'origine. Seul le joueur actif peut utiliser ces cartes consommables. Pendant son tour, il peut cependant en échanger avec d'autres personnages situés dans le même lieu que lui. Alors, ça c'est l'exception contrairement aux cartes récits. Ah ouais. Ok, les cartes récits sont très personnelles, alors que consommables, on peut les échanger sur le même lieu. Les cartes consommables peuvent être utilisées en même temps que des capacités de personnage, mais chaque effet doit être résolu en entier avant d'en déclencher un autre. Vous pouvez utiliser autant de cartes consommables que vous le souhaitez au cours d'un même événement. D'accord, très bien. Les effets peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre, à ces exceptions près. Celles qui affichent l'icône avant le lancer sont soumises à cette priorité. Les effets qui induisent une manipulation physique des dés, relance, lancer supplémentaire, résultat modifié, doivent être utilisés et résolus avant de déclencher d'autres effets liés au résultat final des dés, comme nous en avions la règle par rapport aux capacités déverrouillées. Et enfin, pour l'effet alternatif, le résultat d'une combinaison d'effets vous semble ambigu. Choisissez la résolution la plus favorable au joueur, et puis c'est tout. Ah, par contre, matériel limité. La plupart des cartes consommables existent en plusieurs exemplaires. Il est toutefois possible que l'application vous indique de récupérer une carte épuisée, car tous ces exemplaires sont déjà en possession des joueurs. Dans ce cas, vous ne gagnez rien. Afin que l'aventure se déroule dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'utiliser vos cartes plutôt que de les accumuler. Ouais, eh ben alors là j'ai envie de vous dire, monsieur Lucky Duck Games, que ça va être en fonction des joueurs qui sont autour de la table. Hein. Parce que il y en a qui ne vont pas vouloir consommer les cartes pour que les petits camarades les récupèrent, même s'ils sont dans un jeu coopératif. Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Concept important. Avant de poursuivre, il est nécessaire de clarifier plusieurs concepts essentiels. Les points d'intérêt. Alors, monsieur Robichaud, je vais vous demander de vous décaler sur la gauche. Tatatat, ça, on range. Je t'enlève ton pognon.
Parce que là, on va s'intéresser à la carte. Mauvaise idée de mettre ça dessus. Alors non, ça, faut pas que ça bouge. Ça, c'était quoi? C'était son marqueur. Alors, les points d'intérêt, c'est avec le lampadaire, là. Cette petite chose-là. Donc, pays sont des éléments du monde avec lesquels les joueurs sont susceptibles d'interagir. Il peut s'agir de personnes avec qui discuter, d'objets à examiner ou de pièces entières dans lesquelles enquêter. D'accord, ça fait vraiment office de tout. Les points d'intérêt sont représentés sur la table par des marqueurs ou des figurines de PNJ et dans l'application. Puisque les marqueurs et les figurines fonctionnent de la même manière, le terme pays se rapporte aux deux. Tous de forme hexagonale, les marqueurs points d'intérêt sont répartis en 4 types et se distinguent par leur nature narrative. Le fameux marqueur de dénouement. Ce point d'intérêt spécial est unique et unique, marque le début du dénouement d'un scénario. Ces deux faces sont identiques. On a les marqueurs PNJ là, avec les portraits. Ces marqueurs recto-verso représentent des PNJ spécifiques. Chacun affiche un numéro d'identification d'un côté et un portrait de l'autre. 0,42. Ok. Les demeures de l'épouvante. Bah oui. On en a aussi. Les figurines de PNJ. Certains PNJ particulièrement importants sont matérialisés par des figurines identifiables au numéro inscrit sous leur socle. Ah oui. Alors non seulement on a les numéros sous le socle, mais c'est pratique pour les ranger dans la boîte. Parce qu'on retrouve aussi les numéros. Ce monsieur avec sa batte là, c'est le 02. Dac. Et enfin, les marqueurs points d'intérêt. Ces marqueurs génériques représentent tous les autres points qui ne sont pas des PNJ. Leurs deux faces sont identiques. Ok, bah vraiment minimum d'utilisation de jetons de pions. Ça veut dire qu'un scénario va quand même être à combien 80% lié à l'application elle-même. Hein. L'application, en fait, fait qu'on n'a pas besoin d'un gros bouquin à côté pour suivre l'histoire. Ça me va, ça me va. Et puis les lieux. Il existe 2 types de lieux dans The Dark Quarter, ceux du plateau ville et ceux des cartes. Ceux du plateau ville. Ah oui, alors, encore une fois, j'allais dire, ben oui, mais on n'a pas d'indication de rien du tout. Mais c'est l'application qui va nous les formuler. Donc, les lieux fonctionnent de la même manière et sont tous référencés par le terme lieu. Ce concept est important dans le cadre de la coopération, car les personnages ne peuvent s'entraider qu'en se trouvant dans le même lieu. Lieu du plateau ville. Chacun est représenté par un seul marqueur point d'intérêt générique posé directement sur le plateau. Un personnage est dans ce lieu si sa figurine se trouve à côté du marqueur. Monsieur Robichaud, vous êtes là? Hop, hop, hop. Ça, c'est un marqueur point d'intérêt. Un marqueur lieu, c'est... ça. Non, pardon. Point d'intérêt générique. Les lieux du plateau ville, c'est ça. Donc là, monsieur Robichaud, il est à la boucherie. Et puis, les autres marqueurs, ce sont les marqueurs lieux. Ils sont posés exclusivement sur le plateau ville afin d'indiquer des endroits que les joueurs peuvent visiter en faisant le lien entre ce plateau et les cartes lieux. Les deux faces distinctes indiquent la situation du lieu correspondant, exploré ou inexploré. Oui, alors là, on ne sait pas. Exploré ou inexploré?
Là, c'est lumineux. Là, c'est... J'en sais rien. Ça nous le dira de toute façon. Et après, les lieux des cartes. Ce type de lieu est représenté par une ou plusieurs cartes contenant des marqueurs points d'intérêt. Un personnage est dans ce lieu si sa figurine se trouve près de n'importe lequel des marqueurs points d'intérêt posés sur l'une ou l'autre des cartes qui le composent. Pour en revenir au parc Louis Armstrong, je suis dans le parc Louis Armstrong, mais peut-être à l'entrée. Ok. Toutes les cartes lieux ont un nom spécifique, lequel se répète sur chaque carte qui compose un même lieu. Le cas échéant, lorsqu'il vous est demandé de placer des cartes lieux, posez-les à un endroit pratique pour tous les joueurs. Si elles doivent être adjacentes parce qu'elles font partie du même lieu, l'application vous indiquera comment les disposer. Ah oui, d'accord, on peut avoir une sorte de plateau qui va se former, et c'est pas seulement une carte. C'est pour ça qu'il y en a un bon petit paquet. Exemple, bien que ces deux personnages soient placés sur deux cartes lieux différentes, ils se trouvent dans le même lieu, le parc Louis Armstrong. Yes, ça peut être intéressant ça. De découvrir comment ça va se former. Ça me fait penser à quoi là? Paf, tac, comme ça. Heredity, merci. Le jeu Heredity où on allait positionner des cartes au fur et à mesure qu'on pouvait avancer. C'était pas mal. Après, on fait référence. Alors là, on est toujours dans les concepts importants. Les pistes. Ah, les pistes, pas les pistes. Pas les pistes, mais les pistes. Lorsque de nouvelles informations importantes sont découvertes, comme un détail à propos du passé mystérieux d'un PNJ, ou l'identité d'une faction inconnue, les joueurs reçoivent un message accompagné de l'icône piste. Ouais, ok, ça c'est l'icône piste. Celle-ci indique généralement que des questions ont été débloquées, mais pas forcément à propos du point d'intérêt où se trouvent actuellement les personnages. D'accord. Donc suivre les bonnes pistes. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut mourir dans ce jeu? Visiblement non. Ah, autre chose, est-ce qu'on peut... pourquoi je mets ça là, moi? Est-ce qu'on peut échouer dans ce jeu? Il y a 4 scénarios, d'accord, mais... Alors, j'espère que non. Hein. Pour un jeu aussi immersif, tel qu'on nous le vend, en tout cas, si on peut potentiellement échouer un scénario, bah, j'espère que ça va, l'histoire va continuer, avec pénalité, pourquoi pas. Tiens, ça, ce sera intéressant, parce que là, ils n'en parlent pas, pour l'instant. Et ensuite... Ah bah non! On est déjà à la page 12. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais stopper là. Comme ça, ça fera 2 vidéos pour simplement aller jusqu'à la fin et puis apprendre les toutes dernières mécaniques. Comment ça se passe? Ok. Alors... c'est très bien expliqué hein, pour le coup. Usine à gaz, mais carrément pas. Attention aux éventuelles restrictions hein, d'utilisation, que ce soit des cartes ou de nos marqueurs là pour les personnages, sur les plateaux joueurs. Il y a quoi? Il y a 2-3 points qui sont vraiment très importants à bien se rappeler. Sinon, pour le reste, avec ce début de découverte, ouais, ça reste très très jouable facilement. Et puis encore une fois, l'application va être là pour nous prendre par la main de A à Z. Alors, est-ce que j'ai dit qu'on s'arrêtait ici? Tiens, je vais le mettre de côté pour la prochaine vidéo. Est-ce qu'on serait pas tenté d'aller farfouiller un peu plus
Mais bien sûr que si. Si je fais ça, donc The Dark Quarter, nouvelle partie. C'est juste pour goûter. Hein. Sélectionnez le contenu additionnel avec lequel vous jouez. Vous pouvez le modifier à tout moment dans les paramètres de jeu. Bah, j'ai déjà validé, donc c'est très bien comme ça. Alors, le hockey, en fait, il est en bas à... Vous le voyez pas, mais il est en bas à droite, là, quelque part par là. Donc, je vais être obligé de faire comme ça pour aller chercher le hockey. Ah, niveau moyen, c'est très bien. Restez-en là-dessus. Waouh, ça c'est classe. Choisissez vos personnages. Bah, Monsieur Robichaud. À propos, je suppose que ça va être le fluff, ouais, c'est bien ça, qui est inscrit derrière son plateau. Je vais vérifier, mais je devrais dire oui. Alors, on va le refaire. Si je fais ça, autrefois on entendait, ouais, c'est bien ça. Exactement. Bon, bah c'est super parce qu'on va avoir visuellement tout le nécessaire pour jouer. Ça, j'aime beaucoup. Alors, John et Madame Moreau? Non. Moi, je veux faire... Tiens, une équipe de bras cassés. Monsieur Muline et Monsieur Robichaud. Tac, on va valider. OK. Ah, yes, ça démarre comme ça. Donc là, ça nous permet de positionner nos curseurs. Alors, en talent, on va chercher 3 cubes. Il aurait 4, donc valeur appréciable, 7, valeur moyenne, et 9, il est dans le... pas terrible, mais... Johnny, il est balèze en combat. 5. Ah non, pas plus que ça. 5, 7, 11. Oula, non, alors combat, c'est pas son truc. Donc le gun qu'il a à son ceinturon n'est même pas chargé. Par contre, ésotérisme, il en est où? 7. Ouf, pas bon. 7, 10, 11. Ouais. Bon, bah il a du talent, monsieur Robichaud. Et du charisme. Niveau charisme, il est pas mal, pépère. Bon, alors le côté clope au bec dans les années 80, ouais, ça pouvait avoir son charme. Il a 5, 9, ouais. 5, 9, 11. Bon. Peut-être que là, on a un démarrage correct. Ah bah tiens, je vais laisser ça positionner parce que... après, on va nous expliquer le déroulement de la partie et tout. On va peut-être manipuler un peu plus. Ok. On voit qu'on peut recliquer sur à propos si on l'a loupé tout à l'heure. Ah, il a des objets de départ. Alors, la carte 01. Non, c'est pas ça. Objet de départ 01. On a dit que c'était ça. La fameuse carte argent. Et puis, le pied de biche. Eh ben, mon Johnny, qu'est-ce que tu te trimbales un pied de biche? Quelle gueule il a, le pied de biche? Ah, il y a plusieurs pieds de biche. Il y a 3 cartes pied de biche. À quoi ça ressemble? Alors, pour l'instant, on ne nous a pas encore parlé de scan. Hein, ça viendra après. Le pied de biche en tant que consommable, l'autre effet, c'est pendant n'importe quel test de combat, chaque face 1, 2, 3 et 4 ajoute 1 de plus au total du lancer. Donc si on a 2 faces 2, ça rajoute plus 2. Bien, pour péter des trucs, voire même péter des crânes. Donc mon gars John, il commence avec ces cartes-là. Si on va un peu plus loin, bah, je suppose qu'on va nous faire la même avec le suivant. Ah, il y a des icônes en haut. Ah, c'est pour couper le son.
Alors quand je dis en haut, c'est en haut à droite, hein, ouais, mais bon, là vous voyez pas, ils sont pas super importants. Et l'autre icône, ça doit être pour revenir au menu principal. Pour l'instant, on va valider le placement avec John Robichaud. J'avais pas cliqué sur Constance, il me semble, hein. Ou alors j'ai mal cliqué. Elle a un gris-gris, Madame Moreau. D'accord. Ok. Ah, j'ai ma souris qui merdouille. Ah bah voilà autre chose. J'ai paumé un truc du dessous de ma souris. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On s'en fout, vous avez raison. Elle a un gris-gris. Ah bah c'est bien. Après, Muline, il commence avec du rhum. Mise en place des joueurs, tous les joueurs, récupérez vos 3 cartes capacité avec la lettre D pour les capacités de départ. Choisissez l'une d'entre elles, déverrouillez-la gratuitement. Rassemblez le reste de vos cartes capacité dans un même paquet. Vous aurez la possibilité de les déverrouiller pendant la partie en dépensant des pions, etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant avec ça. On peut revenir au choix des personnages. Oui. Alors pourquoi par contre j'avais éclairé cela et ça m'a pris tous les autres? Ce sera à creuser ça. Il y a un mystère. Bon, on peut revenir au choix des personnages. Oui, mais carrément revenir... Ah, d'accord. Je vois le genre. La boucle intemporelle. Revenir au menu principal. C'est bien ça, c'est là que ça se passe. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors, est-ce que c'est très bien ou est-ce que c'est bien? Pour l'instant, je vous retrouve ici. Pour l'instant, je vais dire que c'est très bien. C'est dans la lignée des jeux qui vont être faciles à prendre en main, qui vont être alors super faciles à installer pour le coup. Va pas y avoir grand chose à se remémorer pour se lancer dans la partie, puisque là on voit bien hein, l'application a l'air, c'est pas en 3 minutes de manipulation que ça va être validé, mais elle a l'air bien foutue. Le contraire serait étonnant vu que Lucky Duck a l'habitude, encore une fois avec Destinies ou Chronicles of Crime. Donc ouais, ça me paraît tout à fait sympathique. On verra prochaine vidéo pour finir la lecture et la découverte de la suite des règles. Et puis je pense que c'est de bon augure en tout cas. Dites-moi, hein. Et puis dites-nous si vous l'avez pris, si ça vous enchante, si vous l'avez peut-être même déjà fini, parce que nous sommes mercredi, mais certains ont peut-être eu leur livraison depuis 3 voire 4 jours. Donc, est-ce que vous n'auriez pas fini la campagne si vous n'avez pas peint les figurines par exemple? Et si c'est le cas d'ailleurs, moi ça m'intéresse, est-ce qu'elle était bien? Au moins le premier scénario, il était bien le premier scénario ou pas? Ou c'est de la daube? Je sais pas pourquoi j'ai un bon feeling. Hein. On verra si je me suis trompé ou pas. Allez, je vous laisse là. Je vais retourner dans ma maison de la Nouvelle-Orléans pour peut-être un petit coup de peinture. On sait jamais. À très vite. Salut, salut.